Aujourd'hui, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, je reçois Patrick Maillard. Il est consultant, écrivain et fondateur du centre LMS qui compte des chapitres ici au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Donc, c'est un pédagogue qui a été honoré de nombreux prix. Vous allez voir, il gagne à être connu. Alors, Patrick Maillard, bonjour. Bonjour Stéphanie, avant toute chose, un grand merci à vous et à toute l'équipe. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et je ne peux quantifier la gratitude. Merci pour cette opportunité. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez dit qu'il y a des jeunes qui sont inclinés vers telle chose. Donc, c'est une inclinaison naturelle. Parfois, on veut pousser des jeunes à aller dans un sens, une direction ou une autre et c'est pas nécessairement là que l'enfant excelle. Ou parfois, même lorsque l'enfant excelle dans un domaine, ça ne veut pas dire qu'il doit nécessairement prendre cette direction. Mais dans votre cas, est-ce que c'est de vous-même, vous avez décidé ou bien on vous a guidé, on vous a encouragé? Stéphanie, vous avez mentionné un très bon point que je dois mettre en face, si vous permettez. Vous dites que des fois, il y a des jeunes qui excellent soit dans le sport, dans la musique, et certains parents veulent qu'ils empruntent une autre trajectoire. Je dis tout simplement aux parents, pas nécessairement le succès gravite autour d'un talent d'un jeune. Il peut être une étoile dans un sport et être moyen ou au-dessous de la moyenne dans un autre domaine. Donc, l'idée, c'est plutôt d'identifier son talent et l'encourager. Et je dis toujours que l'éducation, que bien qu'il soit un sport, un musicien, il doit certainement continuer ses études parce que l'éducation sera complémentaire à sa formation, à son développement et pour qu'il soit la meilleure version de lui-même comme athlète ou chanteur. Lorsque tu es un athlète et tu es éduqué, tu peux répondre brillamment avec intelligence, tu peux faire face à des journalistes. Bref, ça doit être complémentaire, l'éducation, mais les parents devraient être en mesure de l'accompagner. Patrick Maillard, les mathématiques, c'est pas facile. Les sciences, c'est pas facile. En tout cas, pour beaucoup, et moi, la première, je me souviens, au secondaire, c'était pas mes matières préférées, les matières où j'excellais. Et dès que je voyais un problème, tu sais, quand on lit les problèmes mathématiques qui nécessitaient un certain raisonnement, on dirait que mon cerveau gelait, figeait. Et je suis encore comme ça, je dois vous avouer. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé, que vous constatez chez les jeunes de façon générale et pour quelles raisons? Donc, je vois que vous avez une bonne mémoire, vous avez vous souvenir de ma deuxième question. Et qu'est-ce qui explique justement cette peur des mathématiques et des sciences? Pourquoi est-ce qu'on en a si peur? Parce que des fois, on serait capable, mais étant donné qu'on fige, on se fait tout de suite une idée, on serait capable de résoudre le problème, mais on est bloqué. Donc ça nous empêche de réfléchir et d'aller au bout justement de nos capacités. Bon, alors pour aller dans la tangente de la première question, est-ce que c'est un phénomène qui est généralisé par rapport aux difficultés que les jeunes ont avec les mathématiques? Je dois dire qu'il y a de grandes proportions, un grand pourcentage des élèves éventuellement, que ce soit au Québec ou ailleurs, qui ont ce genre de difficultés. Les mathématiques, ça implique le côté gauche du cerveau qui est la logique, qui est le raisonnement. Et de ce fait, il y a un entraînement qui est lié avec cela. Une des choses que je mentionne toujours, c'est que s'il est naturel pour un joueur de basket de dribbler ou naturel pour un joueur de hockey de patiner, il doit être naturel pour un élève de raisonner, de penser et de réfléchir. Ceci dit, dans le milieu scolaire et particulièrement dans notre communauté, les jeunes arrêtent après la première réflexion. Or, en mathématiques, très souvent, la solution du problème vient après le deuxième, troisième et quatrième raisonnement. Et cette tendance qui pousse les jeunes à voir la première réponse rapide peut leur limiter, dire « Ah, mais non, ça, c'est pas pour moi. Après le premier effort, j'abandonne, c'est difficile. » Donc, un premier facteur généralisé, c'est que la réflexion est très peu développée chez les jeunes. Deuxième facteur que je pourrais mentionner, c'est après un événement particulier, une difficulté, on associe les mathématiques à difficile. La réalité, c'est que ça soit les mathématiques ou que ça soit les sciences, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Et le plus on est informé du niveau scientifique, particulièrement dans la neurologie, on constate ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, brain plasticity en anglais. Et le concept très simple dit que
le cerveau est plastique, ça veut dire que le plus qu'il est exercé, le plus il sera en mesure de reconfigurer ses neurones pour se solidifier, pour permettre la facilité de la tâche qu'on fait dans le futur. Un exemple très simple, si vous conduisez, lorsqu'une personne conduit les deux mains sur le volant, ça c'est quelque chose qui s'effectue, mais avec le temps et avec la pratique, ça devient plus naturel. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des heures de pratique, que ce soit le piano, la musique, oui. Après des heures de pratique, ça devient plus naturel. Et les mathématiques, un élève peut s'améliorer avec la pratique. Troisième des choses que je dirais, oui. C'est difficile des fois, c'est une question de technique et de méthodologie pour être en mesure de réussir en mathématiques. Si on n'a pas une bonne méthodologie, ça va beaucoup nous limiter et nous effrayer. Une des choses que je donne comme métaphore ou analogie, par exemple, la chaise sur laquelle vous êtes assise présentement, c'est qu'elle est constituée de 4 pieds. L'ingénieur qui l'a construit a construit de telle sorte qu'il y a un dossier et 4 pieds. Mais cette structure d'ingénierie fait en sorte qu'elle soutient ou qu'elle a la capacité de soutenir votre poids. Et le parallèle est valide. Lorsqu'on est en mathématiques et qu'on a une bonne méthode, ça permet de soutenir la complexité du problème. Alors, est-ce qu'il y aurait une problématique au niveau de l'enseignement, du système d'éducation? Parce que ce que je trouve, on entend souvent parler de Kumon, K-U-M-O-N, il y a des parents qui connaissent. Oui, il y a plusieurs centres, organismes qui offrent il y a QMAT, ils prétendent avoir toutes sortes de stratégies, de façons de faire. Mais pour quelle raison on n'intègre pas cela dans le système d'éducation? Plusieurs facteurs éventuellement expliquent cela. Lorsque vous avez parlé des centres comme Kumon, il y a d'autres centres. Il y a QMAT, CUE, Math, en ligne, entre autres, QMAT. Oui, et éventuellement, la plupart de ces organismes, il faut tout d'abord évaluer sur les stratégies qui communiquent au public, sont axées sur la recherche. Exemple, un expert dans le milieu international présentement s'appelle John Hattie. Et il a publié, par exemple, un livre qui est reconnu à travers la communauté, le corps professoral, en ce qui concerne l'éducation. Et le premier facteur qui influence l'apprentissage dans une salle de classe ou dans un tutorat ou dans l'aide aux devoirs, c'est les compétences de l'enseignant. Donc, la qualité de l'enseignement est le reflet de la qualité des compétences de l'enseignant. Ça, c'est un bon point. Pardon? C'est un bon point. Ok, merci. Ce qui veut dire que autant d'efforts que l'élève peut mettre, si l'enseignant n'est pas compétent pour bien expliquer, pour fournir une bonne méthodologie, pour clarifier les concepts, pour illustrer, étant donné qu'il y a une proportion de la population étudiante qui est visuelle, qui a un style d'apprentissage visuel, si l'enseignant n'est pas compétent, l'élève ne pourra pas atteindre le sommet, le summum, être en mesure d'acquérir ou d'assimiler la matière. Donc ça, c'est un premier facteur. Est-ce que vraiment, bien qu'il y a de l'aide de devoir, est-ce que la personne est compétente, est-ce que la personne connaît le curriculum, sa matière? Donc ça, c'est un premier aspect à prendre en considération. Lorsqu'on parle de deuxième aspect, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une technique qui est communiquée. Très souvent, on dit que la pratique, et permettez-moi de bien préciser, en anglais, ça dit « practice makes perfect ». Et très souvent, on dit « la pratique permet ou rend parfait ». Permettez-moi de corriger cela et de dire que pratiquer avec la bonne technique rend la perfection. Si un élève, par exemple, je prends une illustration de sport pour que ça soit plus visible. Si un élève, par exemple, lance un ballon de basket, mais il y a une mauvaise technique et qu'il continue à pratiquer avec la mauvaise technique, il ne deviendra jamais excellent. Vous avez tous saisi, Stéphanie. Vous avez tous saisi. Alors, l'idée ici, c'est qu'il faut être en mesure que quand on travaille avec un élève, pour que ça soit efficace, cet organisme, que ce soit comme les autres, il ne faut pas simplement communiquer sa manière de fonctionner, mais être en mesure d'identifier la difficulté de l'élève est corrigée. Et ça, c'est une particularité que nos tuteurs et nos tutrices, nous, sont formés pour être en mesure d'identifier. Mais c'est où est la difficulté de l'élève? C'est pas simplement parce qu'un bon pédagogue ou un enseignant a la capacité de se mettre au niveau de l'élève et de voir où est-ce qu'il y a une difficulté. Et là, on parle d'un plus grand taux. Est-ce que ce serait approprié d'utiliser encore la manipulation, par exemple, au secondaire, ou bien c'est vraiment qu'au primaire? Au secondaire, on passe à autre chose, ou bien ce serait indiqué? Absolument, oui, tout à fait. La manipulation, certainement. Étant donné que certains élèves sont kinesthétiques, ils ont l'intelligence
pour comprendre mieux par la manipulation des démonstrations scientifiques. Alors, il faudrait changer le système d'éducation et intégrer cette pédagogie, si on peut dire. Est-ce que ça vous... Oui. Je dirais combiner toutes les stratégies pour que ça soit bénéfique pour l'élève. Parce que dans une salle de classe de 30 élèves, on parle vraiment de 60% de 30 élèves, c'est 18. On parle à peu près de 18 qui sont visuels. Mais s'il y a 20% environ qui sont kinesthétiques, ou 20% de 30, c'est 6 élèves. Alors, il faut être en mesure de rejoindre les différentes catégories d'élèves par leur style d'apprentissage. Et je résume, un style d'apprentissage, c'est simplement la méthode par laquelle un élève apprend le mieux. Alors, peut-être c'est par l'aspect visuel ou l'aspect kinesthétique. D'accord. Très, très bonne réponse. Merci bien.